генерал, который сказал представителю оппозиции: вы удерживаете своих сумасшедших, а мы будем удерживать своих сумасшедших. Et sous la forme qu'un général de l'armée brésilienne a bien exprimé, il a parlé à un représentant de l'opposition brésilienne et il a dit: vous retenez vos malades, vos fous, et nous on garde nos fous, on les contrôle. Таким образом, в начале диалога, или даже, скажем так, перед началом диалога усиливаются умеренные группы во власти и в оппозиции, а радикалы отсекаются. Comme ça, avant le dialogue lui-même, des groupes modérés au centre de l'opposition, mais aussi au centre du pouvoir, se renforcent et le dialogue devient possible. А в России сейчас происходит абсолютно обратный процесс. И там, и во власти, и в оппозиции усиливаются наиболее радикальные группы, а умеренные группы ослаблены. Ce qu'on voit en Russie maintenant, au contraire, c'est le procès inverse. On voit que les groupes radicaux se renforcent dans l'opposition, mais aussi au milieu du pouvoir, et les groupes modérés ils perdent leur importance. Merci. Marie, Nicolas. Une chose rapidement, c'était concernant votre question, Madame, sur la problématique des progrès. Alors, dans l'application de la Constitution, puisque je vous ai fait préciser votre question, et c'est plutôt sous cet angle-là. Alors, tout du moins sous l'angle des institutions politiques, je ne cache pas, c'est le sujet qui m'a intéressé. Si vous voulez, mon sentiment, c'est que sous Yeltsin, la Constitution était maltraitée, confère l'autorisation, enfin l'absence d'autorisation d'intervention en Tchétchénie, confère la pratique du veto, une sorte de veto assez particulier en Russie, et puis la question aussi de la nomination du Premier ministre, avec l'épisode fameux de Kirienko. Vous savez, Kirienko en 1998, la Constitution russe a ce mécanisme de parlementarisme rationalisé assez intéressant, qui est que si la Douma rejette par 3 fois la proposition de Premier ministre faite par le président, eh bien, il y a une dissolution automatique de la Douma par le président. Et l'interprétation la plus logique de cette règle, c'est qu'il y a 3 candidats différents qui sont présentés. Bon, Yeltsin a présenté 3 fois Kirienko. Kirienko a été rejeté au premier vote, rejeté au second vote, au deuxième vote, et puis finalement, à une majorité écrasante, il a été accepté au 3e vote. Et donc, il a été nommé Premier ministre par Boris Yeltsin. Donc, une constitution maltraitée, mais sa maltraitance, son viol, ou en tout cas son agression sexuelle, alors pour vous degré si vous voulez, était la preuve aussi que cette constitution était vivante. C'est-à-dire qu'elle jouait un rôle, elle jouait son rôle au sein du régime politique russe. Sous Poutine, je pense qu'il faut penser les choses de manière différente. C'est-à-dire que le droit constitutionnel, la constitution, dans le cadre d'un régime qui est globalement un régime autoritaire, et même en chute par rapport à un régime au moins transitoire, et incertain, qui était celui de Boris Yeltsin, ça a plus le même sens, le droit constitutionnel. Et quand vous regardez la Constitution, finalement, elle n'a même plus besoin d'être violée quelque part. C'est pas tellement le sujet. Et pour autant, regardez la période Medvedev. Quand Medvedev, la Constitution française, elle est bien, quelque part, parce qu'elle est ambiguë. Quand vous regardez la Constitution française, vous voyez Michel Debré et son anglomanie. L'idée que vous pouvez avoir une interprétation tout à fait parlementaire de ce texte, parce que la France a un régime parlementaire, et vous pouvez aussi avoir dans le même temps une lecture gaullienne, avec un président qui est le vrai chef et le vrai leader. Et c'est évidemment l'interprétation gaullienne qui a pu prévaloir dans le cadre de notre République, sauf en période de cohabitation, où effectivement, là, c'est le Premier ministre qui est le chef de l'exécutif. Mais elle est flexible, elle est ambiguë, elle est imprécise, cette constitution. La constitution russe est très claire, très claire. Il n'y a pas d'ambiguïté entre qui est le chef, entre le président et le Premier ministre. Il y a un article 80
qui est un peu la clause des implied powers du président russe, avec il est garant de la Constitution, etc., de la souveraineté, et où finalement, voilà, il peut comme ça, c'est un peu l'équivalent de l'article 5 de la Constitution française pour le président de la République, mais encore plus détaillée, précise, et voilà, le président russe est le chef. Et d'avoir vu la pratique sous la présidence de Medvedev d'un Premier ministre qui d'un seul coup devenait le patron, bon, voilà. Donc si vous voulez, au niveau des progrès, en tout cas sur le plan institutionnel, de la pratique, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de sujet, on ne peut pas dire qu'il y a un progrès dans le respect de la Constitution, au moins sur ce plan. Et je pense que sur les autres plans, et notamment du point de vue de la garantie des libertés, du respect des libertés constitutionnelles, on est même plutôt en régression. Après, voilà mon sentiment. Nicolas, je pense qu'on va laisser le temps à Marie pour répondre et aussi conclure ce débat. Oui, merci. Merci, Olga. Je vais juste répondre sur deux points. D'abord, aller tout à fait dans le sens de Nicolas Gardère, c'est-à-dire que dans les années 90, la Constitution, quand je voyageais dans les provinces de Russie, elle était toujours sur la table des gouverneurs, des maires, des chefs d'administration. Il m'en parlait beaucoup, il la manipulait, même si de grandes questions n'étaient absolument pas résolues dans le texte constitutionnel, mais dans un appareil législatif qui a été voté par centaines de mois à partir de 1993. Dans les années 2000, plus personne n'a la Constitution sur son bureau, sauf peut-être les juges de la Cour constitutionnelle. Et Nicolas a raison de dire aussi que la transgression ultime du texte de la Constitution, c'est évidemment le tandem Poutine-Medvedev, puisque immédiatement toutes les prérogatives du président ont été mises dans la Maison Blanche, où siège formellement le gouvernement et le siège et le chef du gouvernement. Donc, quand Poutine a adopté ce slogan pour se faire élire président en 2000, de la dictature de la loi, pour moi c'était clair que tous ces textes étaient enterrés, c'est-à-dire n'étaient plus que de la décoration. Parce que quand on dit dictature de la loi, c'est qu'il n'y a plus de droit. Et le problème c'est ça. Parce qu'il y avait aussi les lois soviétiques et les constitutions soviétiques. Le problème est quand il y a des lois, des textes que seuls les dirigeants